Bien, si vous le voulez bien, mes chers amis, nous allons commencer notre inauguration de ce nouveau cycle des jeudis du cluster. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présents et présentes, comme vos prédécesseurs parlant des étudiants, et pour ceux qui ne le sont plus depuis pas très longtemps, je voudrais évidemment aussi les remercier pour leur assiduité. Je voudrais ensuite vous demander de bien vouloir nous excuser d'un changement de programme dû au calendrier politique. Nous devions ce soir accueillir le sénateur Carvounas. Le sénateur Carvounas a été appelé à d'autres manifestations, une autre manifestation, puisqu'il ne vous a pas échappé que deux événements importants se passaient aujourd'hui, les jeudis du cluster d'une part, la conférence du chef de l'État d'autre part. Et il y a comme cela des jeudis où le calendrier est plus chargé que d'autres, et cela explique ce décalage. Et je voudrais, après vous avoir exprimé des regrets, dire aussi le plaisir, le vrai plaisir que nous avons d'accueillir ce soir Sophie Huberson. L'accueillir, c'est presque, vous me permettrez de le dire, un propos déplacé, car il n'est pas d'usage d'accueillir quelqu'un chez lui. Or, assurément, vous êtes, chère Sophie, l'une de celles dont l'action a été déterminante dans la création de ce cluster. Vous en avez partagé la foi créatrice aux côtés d'autres, et notamment de notre ami commun Thierry Leleu. Vous en avez accompagné les premiers pas, et la preuve en est que vous avez, en d'autres temps, déjà prononcé dans ce cadre une conférence. Et vous avez donc été de ceux qui ont cru les premiers, vous avez été de ceux qui ont cru sans voir, et après qui ont cru en voyant et en continuant de regarder comment les choses évoluent. Et vous avez accepté, malgré quelques contraintes calendaires, de venir nous rejoindre ce soir pour évoquer ce sujet tourisme et sécurité. Vous deviez venir nous le dire plus tard, mais vous acceptez de prononcer cette conférence plus tôt. Ce sujet tourisme et sécurité, je n'en dirai que peu de choses, simplement pour souligner que c'est un sujet sur lequel vous allez ou avez publié. C'est un sujet sur lequel l'attention a été à plusieurs reprises portée à l'occasion de quelques événements qui ont pu marquer les activités touristiques ici ou en d'autres lieux. Et donc c'est un sujet sur lequel il y a à la fois une action de prévention, une action de, comment dirais-je, d'accompagnement et des leçons à tirer des incidents éventuels qui peuvent se produire. Donc pour tous ceux qui ont à manager de ces activités-là, il y a aussi le sujet de dysfonctionnements éventuels qu'il faut savoir gérer. Et incontestablement, nous avons beaucoup à apprendre de ce que vous allez nous dire, et forte de l'expérience que peuvent avoir tous les organismes qui se sont regroupés autour du SNELAC, dont vous présidez
destinée. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Sophie d'avoir assuré la continuité des jeudis et d'être parmi nous ce soir. Nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention, mais évidemment précédé par Nathalie qui va dire d'autres mots qui aborderont le fond du sujet. Nathalie, à toi. Merci. Alors, je vais, comme d'habitude, faire une petite introduction pour poser un petit peu la thématique. Donc, l'actualité de cet été 2014 illustre combien le thème de notre conférence de ce soir, tourisme et sécurité, est le bienvenu. Jugez-en par vous-même. Virus Ebola, volcan islandais, tempête, cyclone, noyade, agression de touristes chinois, plan Vigipirate, crash aérien, 2... Taxes de séjour, fiscalité, été pluvieux, perte de pouvoir d'achat. J'arrête ici cette litanie qui nous montre que le tourisme peut être une activité risquée à plusieurs échelles. La sécurité est une situation objective, celle de l'absence de danger pour les personnes et pour les biens. Elle entraîne donc la confiance. C'est un élément important pour le secteur du tourisme et pour la renommée des destinations touristiques censées vendre du rêve, de la tranquillité, des expériences et du temps suspendu. Mais lorsque les conditions matérielles, économiques, sociopolitiques, voire sanitaires et climatiques viennent à se détériorer, cet univers de confiance peut être menacé et remis en question. La sécurité se prête à une double lecture, l'une étroite, l'autre élargie, mais beaucoup plus complexe. La lecture étroite de la sécurité consiste à respecter les normes et les règlements et à introduire des protocoles et des procédures de contrôle. Elle est de nature préventive, destinée à éviter les risques et accidents d'un point de vue technique, incendies, risques sanitaires, etc. Elle concerne les touristes comme les employés. La lecture élargie de la sécurité consiste à adopter une culture du risque. Du préventif, on passe à l'anticipation et au curatif. On met en place une démarche permettant d'analyser les risques, de les définir, de les identifier, de mettre en place des mesures de gestion du risque. Entrent dans ce spectre les risques liés à la météo, au terrorisme, aux mouvements sociaux, mais aussi les crises alimentaires et sanitaires. Ces derniers temps, ces risques semblent déclinables à l'infini. Il s'agit alors, le cas échéant, d'être en mesure de gérer la crise, faire évacuer les lieux et, si le besoin s'en fait sentir, organiser des soins, voire des secours. Cette lecture du risque relève de la veille économique, voire technologique, de la recherche de solutions, de la sécurisation des installations, de la prise en compte des avis extérieurs, ministère des Affaires étrangères, avis d'experts. Elle a un coût qui est supporté par les acteurs, les contribuables aussi. Elle peut devenir cependant un argument de vente d'une destination. Le secteur du tourisme est vulnérable et l'alchimie tourisme et sécurité est toujours un état temporaire. À défaut de vivre dans une bulle aseptisée et liberticide, tout est donc affaire d'anticipation, de préparation, de réactivité, de coopération, de communication, pour ne pas affecter l'image de l'entreprise et celle de la destination, sans toutefois décourager le touriste. Louis Pasteur n'a-t-il pas écrit que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ? En matière de sécurité, il faut cependant faire la part des choses entre 3 éléments. Premièrement, les carences en matière de sécurité, qui seraient le fait des exploitants en raison d'équipements défaillants, de maintenance et de surveillance défectueuse, de non-respect des réglementations ou des procédures. La responsabilité engagée est celle de l'opérateur, il joue son image et sa marque. Deuxièmement, les risques inhérents à l'activité touristique, surtout depuis la mondialisation des voyages. En multipliant les voyages et les destinations en dehors des sentiers battus, les touristes s'exposent aux instabilités politiques, aux risques naturels, voire environnementaux. Ils s'exposent également à une certaine forme de délinquance sur les lieux de villégiature, agression, vol, incivilité. La responsabilité engagée est celle du territoire, il joue son image, il joue son attractivité. Enfin, il y a aussi les comportements volontaires de touristes en quête de sensations fortes et de prise de risques inconsidérées. Il y a les adeptes du dark tourisme, tourisme de guerre ou de catastrophe. Il y a aussi les touristes qui, par leur pratique de sport extrême, base jumping par exemple, se mettent en danger. La responsabilité engagée est celle de l'individu. Il joue sa vie. On l'aura compris, la sécurité ne peut être totale ni définitive. En matière de tourisme, c'est donc l'expérience acquise dans la préparation à la gestion du risque qui devient le gage de sécurité. Je laisserai le mot de la fin à Aldous Huxley, qui, dans Le meilleur des mondes, a écrit que l'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Merci.
va être difficile d'enchaîner. Hein. Bonsoir à tous. Merci Bernard, merci Nathalie de m'accueillir de nouveau dans le cadre du cluster. J'espère que vous avez tous prévu votre boîte de Tranxène parce que je vais vous raconter des choses qui ne sont pas gaies du tout et que je vais jouer pendant 35 minutes au Cassandre. Voilà, je vais vous annoncer que des choses qui sont catastrophiques, mais pour mieux vous sensibiliser à la notion de risque, à la notion de crise, et bien évidemment, le but ultime étant de vous y préparer et surtout d'être responsable face au risque, à la fois en tant que salarié dans une future entreprise touristique et peut-être comme futur chef d'entreprise touristique. Alors, je teste. Voilà, vous voyez, ça commence mal. Donc MacArthur disait « Les explications pour les grandes victoires sont toujours nombreuses, mais pour la défaite, il n'y en a qu'une, trop tard. » Voilà, tout est dans ce propos-là. Je vais commencer par un petit peu me présenter parce que je suis déléguée générale du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, c'est-à-dire que je m'occupe de l'organisation professionnelle qui rassemble tous les sites de loisirs, les parcs animaliers, les châteaux, les musées privés, et j'essaye de défendre leurs intérêts. À ce titre-là, pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos, dans la dernière partie de mon exposé, je vous montrerai comment, dans notre secteur d'activité, on essaye de s'approprier la dimension du risque, la dimension de crise, et surtout de faire en sorte que le loisir reste les parcs d'attractions, les parcs de loisirs restent le loisir le plus sûr hors de chez soi, ce qui n'est pas une mince affaire. À ce titre, je vais vous parler de plusieurs axes et depuis surtout plusieurs instances que j'ai la chance de pouvoir toucher de près ou de loin. D'abord de l'AFNOR. L'AFNOR, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Agence française de normalisation, dont j'ai l'honneur d'être trésorier, et qui s'occupe de la transposition dans le droit français de toute la normalisation européenne, voire de benchmarker avec la normalisation internationale. Donc là, on est dans l'aspect technique, on est dans l'aspect réglementaire, et on est dans la structuration du principe de précaution, quelque part. Je vous parlerai également au nom de l'INEGI. L'INEGI, c'est l'Institut national des hautes études de sécurité intérieure, de l'IRS, de l'Institut d'études et recherches de la sécurité en entreprise, deux instances qui ont désormais fusionné, l'une du ministère de l'Intérieur, l'autre de la Gendarmerie nationale, et qui en fait établissent des cycles pour des fonctionnaires de police, de gendarmerie, des administrateurs civils, mais également des gens de la société civile, pour essayer de les sensibiliser aux problématiques de risque et aux problématiques de sécurité globale. Je préside Fémines, qui est l'association des auditrices de l'INES. Je préside également la commission plan de continuité d'activité du CDSE. Le CDSE, c'est le Centre des directeurs de sécurité en entreprise qui rassemble les directeurs de sécurité des entreprises du CAC 40. À ce titre, il y a différentes commissions qui s'occupent de toutes les problématiques de sécurité que peuvent rencontrer une entreprise. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle la continuité d'activité, c'est-à-dire après la crise, qu'est-ce qu'on fait, comment on redémarre et comment on essaye de poursuivre une activité qui a été entamée. Et puis, last but not least, je parle aussi en tant que lieutenant-colonel de la réserve de la gendarmerie nationale, où je me suis particulièrement penchée sur la problématique du lien entre police, au sens de force de sécurité, et population. Pourquoi ? Parce que, Nathalie l'a très bien décrit, c'est avant tout un lien de confiance, et c'est également un lien qui est absolu et qui est commandé lorsqu'on est en situation de crise. Voilà, au nom de toutes ces organisations, si je puis dire, je vais essayer de vous parler un petit peu de cette problématique en partant déjà de plusieurs constats. Le premier constat, c'est la mutation du capitalisme, c'est-à-dire qu'on est rentré dans des marchés qui deviennent totalement interdépendants, on est rentré dans une économie double, à la fois de l'économie de la rareté, mais également de l'économie de l'abondance. Et donc on le voit bien dans les destinations touristiques, vous avez des charters entiers qui partent dans les îles, par exemple au large des États-Unis ou dans le sud-est asiatique, dans des régions où la population a un niveau de vie qui est bien inférieur, bien évidemment, aux touristes qu'elle reçoit. On a également l'apparition de temps libre. Alors le temps libre est apparu en 1936 chez nous,
il est en train d'apparaître dans ce qu'on appelle toutes les économies émergentes. Et ça, c'est une dimension très importante dans cette mutation du capitalisme mondial, avec bien évidemment un impact que vous pouvez imaginer sur le tourisme. Deuxième constat, l'émergence de la société numérique. Je vais passer très vite parce que ça devient vraiment une tarte à la crème, mais disons que l'accélération des process, l'abolition des frontières par le développement du numérique, et surtout dans notre secteur d'activité, la baisse de l'intermédiation, c'est-à-dire que le client qui devient acteur de sa propre production touristique, fait partie aussi de ce constat. Troisième élément, la nouvelle donne écologique. Là encore, l'instabilité climatique, les catastrophes naturelles qui touchent des destinations touristiques qui sont de plus en plus prisées, l'environnement sanitaire, c'est-à-dire la possibilité, la menace pour un certain nombre de touristes d'attraper une grippe, d'attraper une salmonelle, d'attraper une fièvre lors de leurs vacances que vous leur aurez organisées. Tout cela fait apparaître de nouvelles menaces ou fait évoluer des menaces existantes. Deuxième constat, ces vulnérabilités qui sont nouvelles nécessitent pour les entreprises touristiques de redéfinir des besoins et des attentes. Je vous ai dressé une liste un petit peu à la Prévert des risques classiques qu'on a à traiter dans l'entreprise, mais ce sont des risques que l'on ne traitait pas il y a 30 ans ou que l'on traitait peu. Les atteintes à l'image, les attaques du système d'information restaient rares ou émanaient de problèmes techniques. Maintenant, il peut y avoir des crashs, il peut y avoir des sabotages, il y a de la criminalité courante, des risques sanitaires, des risques extrêmes qui rentrent dans la course, si je puis dire, à la prévention des risques. Troisième constat, on a un paradoxe qui se trouve entre un niveau objectif de sécurité que vous allez avoir comme idéal régulateur de votre politique en entreprise, garantir le maximum de sécurité à vos clients, garantir le maximum de sécurité à vos collaborateurs, surtout quand vous les envoyez en tant que guide, accompagnateur sur site, et d'un côté la perception subjective de ce niveau de sécurité. C'est-à-dire dans l'esprit de vos clients, dans l'esprit de vos collaborateurs, la perception du risque n'est pas la même que le niveau objectif du risque que vous aurez travaillé. Et dans ce delta, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la confiance. Il y a ce qu'on appelle la perception, l'affect. Et voilà une matière bien sensible, bien difficile à travailler, et que vous devez absolument aborder, analyser, entourer, accompagner, de telle manière que le niveau de confiance soit le plus élevé chez vos clients. Or, la sécurité ne recouvre pas la même réalité dans un milieu socioculturel, qu'on soit à New York, à Beyrouth, à Delhi ou à Paris. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous imaginez bien que dans un État qui est régi avec des principes religieux, des principes de civilisation, l'image de la mort, par exemple, l'image de l'accident, dans des États qui sont en guerre, la mort d'un enfant n'a pas la même valeur que la mort d'un enfant dans notre pays. Voilà, parce qu'on est plus habitué à ce type d'événement. Or, Nathalie l'a rappelé, il y a une forme de tourisme qui s'approche de très près, de zones de conflit. Donc, il va falloir que vous puissiez, puisque vous êtes éventuellement dans l'intermédiation de ce type de vente de produits touristiques, voire tour opérateur, vous devez prendre en considération ces données-là. Le contexte géopolitique et économique structure l'exigence de sécurité. Alors on peut faire un spectre d'un niveau zéro de la politique de l'autruche en disant je ne veux pas le savoir, ce sont mes clients qui sont responsables, jusqu'au portail du Quai d'Orsay qui dit qu'il y a à peu près la totalité des pays qui sont à risque et finalement rester chez soi, ça ne serait pas plus mal. Et puis tout cela nous mène à l'apparition d'une véritable économie de la sécurité. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des fournisseurs, des clients qui achètent de la sécurité, qui vendent de la sécurité aux entreprises et qui en font un produit comme un autre. Donc voilà l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces constats qui font que lorsque vous reprenez les chiffres du tourisme en France, à la fois au niveau industriel, à la fois au niveau des services,
je vous les rappelle, je suis allée les rechercher dans les données les plus récentes, on a un poids très important du tourisme en France. Nos gouvernants sont en train de se rendre compte, il est temps, mais vous imaginez un seul instant que s'il y avait le début d'une ébauche, d'un commencement de doute sur la sécurité, par exemple, des touristes qui viendraient en France, eh bien, l'ensemble de ces chiffres-là baisserait de manière très importante. J'en veux pour preuve une analyse que j'ai pu effectuer lors de travaux de recherche il y a quelques années sur l'ensemble des conséquences des attentats terroristes sur des sites touristiques dans le monde. Je citerai l'attentat de Luxor, les différents attentats qu'il y a eu dans les hôtels à Delhi, etc. Eh bien, ça a mis à plat le tourisme pendant quelques années. Et ça a nécessité pour ces pays-là d'investir massivement à la fois dans des données objectives, c'est-à-dire la mise en place d'une police touristique en Égypte, les hommes en noir, qui accompagnent les cars de touristes, la mise en place de conditions de sécurité, de surveillance, très en amont au niveau de l'État, et bien évidemment la restauration, autant que faire se peut, du capital image, c'est-à-dire du capital confiance qu'il peut y avoir dans l'esprit des gens qui viendraient dans ces destinations. Et Dieu sait que ça demande du temps et beaucoup de moyens en termes de communication. Le risque et la menace touchent tous les domaines de l'entreprise. Je vais entamer avec vous un petit chemin de quelques minutes pour vous montrer que dans chaque compartiment du jeu, comme on dit au tennis, la prod, les ressources humaines, les systèmes d'information, le juridique, le marketing, le risque est partout. Je reviendrai à quelques catégories philosophiques pour quand même calmer le jeu. Dès que vous vous levez de votre chaise et que vous mettez un pied devant l'autre, vous prenez un risque, qui est le risque de tomber. Donc le risque fait partie de la nature humaine et le risque fait partie de toute dynamique, faire encore un petit peu de physique, de toute dynamique, pour la bonne et simple raison que le risque est une menace sur l'équilibre. Donc vous êtes dans une situation stable, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans un équilibre. À partir du moment où vous mettez en mouvement, vous vous mettez en risque. Donc jusque-là, rien de dangereux. La problématique provient lorsque le risque se transforme en menace. Et c'est là où il faut porter de l'attention, notamment dans le domaine touristique. Je prends quelques exemples, je vais balayer un petit peu tous ces champs pour vous tenter de vous faire toucher la réalité du risque. Si je prends la production, recherche et développement, normes et règlements, l'organisation de la production touristique, la logistique, la livraison, les ruptures de chaîne, vous êtes un tour opérateur, vous montez un circuit et vous avez différentes étapes. Si vous avez des risques de rupture de chaîne dans la production, vous avez votre car qui manque à l'appel à l'aéroport pour aller chercher votre groupe de touristes. Vous avez une panne de ce car sur une route bondée à la sortie de Bombay. Voilà. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui, lorsque vous les mettez sous l'angle de la menace, arrivent sur des problèmes de qualité, des défaillances, pannes, accidents, incendies, dommages, inondations, mais également de l'espionnage industriel, de la rupture de chaîne de l'approvisionnement. Là sont les risques. Lorsque vous serez en charge d'une production touristique, c'est quand même très intéressant, lorsque vous aurez fini de travailler, peut-être même, ce serait mieux que vous le fassiez un petit peu avant, à chaque étape, de mettre ce filtre des risques et de se dire où sont mes points de faiblesse. C'est une véritable chaîne qui va casser par son maillon le plus faible. Où se situe le risque dans le produit que vous êtes en train de monter? Où se situe le risque dans la commercialisation que vous faites de vos séjours sur le net? Voilà. Comment vous pouvez, dans chaque étape de votre construction, de votre business plan, détecter les risques et ensuite d'essayer de les traiter. Un autre exemple, dans les SI, les systèmes d'information, l'e-commerce étant bien évidemment le point fort du tourisme au niveau mondial, il vous faut de la protection, de la rapidité, de l'efficience. En termes de menaces, intrusion, malveillance, crash, sabotage. Que faites-vous? Qu'avez-vous fait pour vous protéger et pour diminuer l'occurrence de ce risque? L'occurrence, c'est à la fois l'intensité et la gravité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un risque d'intrusion et de malveillance qui est assez faible. En revanche, si un sabotage met en rideau votre site alors que vous êtes en train de lancer votre saison, eh bien, l'intensité, l'impact du risque va être très important. Donc, vous oscillerez toujours entre intensité et gravité. Je continue sur la com. Vous avez de la com corporate, la com produit, la communication financière. Si vous appartenez à un groupe qui est coté en bourse,
Vous avez bien évidemment la communication vis-à-vis des médias. Vous avez de l'atteinte à l'image, des rumeurs, du name and shame, des dégâts collatéraux. Moi, je suis dans un secteur d'activité qui s'appelle les parcs d'attractions. Je touche du bois, nous terminons une saison avec 0 accident dans les parcs d'attractions. En revanche, il y a une trentaine d'accidents, dont certains mortels, dans les fêtes foraines. Les fêtes foraines ne font pas partie de notre secteur d'activité. Mais nous souffrons, en termes de dégâts collatéraux, en termes médiatiques, des accidents en fêtes foraines. Pourquoi ? Parce que il y a eu, la semaine dernière, un accident mortel à Flins, dans des forains qui s'étaient installés dans le parc du château de Flins. Ce week-end, il y a eu 2 blessés très graves dans une fête foraine à Montauban. Depuis, je n'ai eu que des journalistes qui m'ont appelé en disant « Mais est-ce qu'il peut y avoir ce type d'attraction dans les parcs d'attractions ? Est-ce que vous pensez que les parcs d'attractions sont finalement assez sûrs ?» Et je n'ai eu de cesse que d'expliquer qu'il y avait énormément de différences entre un parc d'attractions et une fête foraine. Mais dans l'esprit des gens, et déjà dans l'esprit des journalistes, un manège, c'est un manège. On ne va pas faire du corporatisme et commencer d'expliquer que la structure juridique, économique est différente, que la mise en marché est différente, que les modes de sécurité, etc. sont différents. Donc vous voyez, nous souffrons, en termes de dégâts collatéraux, d'un risque qui est encouru par une profession qui pourrait, par analogie ou par comparaison, être assimilée à la nôtre. Dans les autres, les autres secteurs touristiques, c'est pareil. C'est exactement pareil. Prenez le transporteur aérien, la liste noire des compagnies aériennes qui ne sont pas fiables, autant de crashs de ces avions peuvent répercuter, entamer l'image des autres transporteurs qui, eux, en termes de sécurité, font le maximum. Et je vous ne parlerai pas du Costa Concordia, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc en termes de communication, il y a matière à travailler pour essayer de diminuer le risque. En juridique, vous avez des conditions générales de vente dans tout produit touristique, vous gérez des contrats, vous devez gérer des contentieux, des clients qui ne sont pas contents, vous avez de la sécurisation de contrats, de la méconnaissance des textes, des signataires qui peuvent être frauduleux, des sources douteuses. On parle actuellement d'énormes escroqueries. J'en étais encore la victime, enfin un de mes adhérents en a été la victime la semaine dernière, ayant reçu sur des plateformes de vente de billets de parcs d'attractions une facture de 180 000 € d'un faux France Billet. C'est-à-dire que l'interlocuteur s'est fait passer par France Billet et demandé le règlement de ses commissions pour l'ensemble de la saison. Donc voilà, on est sans cesse, en termes juridiques, en train de verrouiller les contrats et en train d'essayer d'anticiper les risques qu'il peut y avoir en termes juridiques. Je passe vite, mais c'est pour vous montrer un petit peu la logique. En marketing, là, on a des risques plus classiques de sous-estimation du marché, de performance insuffisante, de rupture dans le circuit de distribution. Vous prenez le printemps arabe, si vous êtes un Théo spécialisé sur l'Égypte, et que vous n'avez pas imaginé une diversification, ou en tout cas, ce qu'on vulgairement dit, un plan B, c'est-à-dire en cas de problème grave dans cette destination, est-ce que vous avez les moyens de vous retourner ? Ou, à défaut, combien de temps pouvez-vous tenir avant que les touristes reviennent dans ce pays ? Voilà les réflexions que l'on mène en matière de gestion du risque et de prévention du risque. En commercial, beaucoup d'espionnage économique, mais également, attention, on est dans le milieu du tourisme, on est habilité, ou en tout cas, on travaille avec des pays qui sont en proie à des réseaux mafieux. Donc vous avez certainement entendu parler du réseau de pizzeria à Rome et à Florence qui a été démantelé, qui était entièrement détenu par la Camorra. Vous y auriez peut-être emmené vos touristes dans le cadre d'un circuit. Donc il faut aussi se renseigner, et je vais essayer de vous montrer comment on peut le faire. Et puis il y a un risque très important qui est le risque de change en matière touristique. Vous allez acheter des valeurs à terme pour sécuriser vos règlements de facture par rapport à des prestataires que vous avez sur place. Vous allez acheter aujourd'hui des devises en espérant, en les sécurisant, parce que dans 3 mois, elles seront peut-être surévaluées ou dévaluées. Et donc à ce moment-là, vous pouvez perdre l'intégralité de votre marge, ce qui constitue un risque très important. En termes RH, on a l'atteinte au PDG, c'est l'atteinte à l'image, des maladies, des épidémies, des risques psychosociaux, de la démarque inconnue. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont voler
dans vos installations. Vous êtes hôtelier, vous êtes restaurateur, vous êtes exploitant de parc d'attractions et vous allez, ce qu'on appelle pudiquement de la démarque inconnue, c'est-à-dire devoir mettre en place une surveillance des collaborateurs qui sont peut-être là uniquement un mois, uniquement pour la saison, et qui auront parfois des tentations un petit peu importantes. Et puis je ferai un focus sur le terrorisme, parce que voilà un risque majeur, notamment en France, sur lequel j'ai essayé de travailler. En termes financiers, on est dans de l'e-business, et donc on a des problématiques qui sont démultipliées, si je puis dire, par la numérisation de tous les échanges. Je cite pourtant des risques qui sont classiques. Une OPA inamicale, vous voyez, une opération, un raid sur votre société, vous montez une jeune société, vous êtes prêt à ouvrir votre capital, mais vous avez un de vos actionnaires qui se met contre votre gré à rafler l'ensemble des actions de votre société en bourse. Et vous avez votre capital qui passe dans d'autres mains et qui ne sont pas forcément des mains amicales, justement. Et donc, vous avez le contrôle de votre société qui vous échappe. Des variations de cours de bourse. Je vous renvoie à vos études de gestion et à au cours de bourse du groupe Accor, du groupe Club Méditerranée, et de voir la différence qu'il y a entre la confiance des investisseurs, la confiance des petits porteurs et la réalité objective de ces sociétés. Très intéressant chez Accor, qui, lors des périodes de croissance forte, avait un cours de bourse qui restait encore sous-évalué. Le blanchiment d'argent, j'en parle même pas, mais je devrais en parler des heures. Là encore, attention, lorsque vous décidez de construire un hôtel dans un pays étranger, de nouer des partenariats, de connaître la source des fonds qui vont vous permettre de développer votre société. Et bien évidemment, le défaut de paiement, ça c'est un risque classique, pas uniquement dans les entreprises touristiques, mais avec un risque accru dans les entreprises touristiques, parce que vous avez des partenaires, des sous-traitants qui se situent à l'autre bout de la terre et qui n'ont peut-être pas les mêmes méthodes et la même rigueur pour régler leurs factures. Et donc si vous n'avez pas veillé, je vous renvoie à la partie juridique, à ce que la dernière clause du contrat, qui est le siège de la résolution des conflits qui se trouve au tribunal de commerce de Paris ou dans la ville de France dans laquelle vous exercez, eh bien, je vous souhaite bien du courage pour aller faire un procès à Shanghai, à Hong Kong ou à Singapour. Dernier point, au niveau de l'environnement, l'instabilité politique, des émeutes, des mouvements de foule, le blocage d'un secteur complet, des catastrophes naturelles, de la pollution, des attaques NRBC. On a peu de risques en France, bien que les risques soient latents. En revanche, dans toutes les destinations que vous êtes susceptibles de vendre, regardez ce qui se passe actuellement en Europe centrale, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, vous pouvez avoir des risques encourus par vos collaborateurs, par vos clients. J'insiste, ce n'est pas uniquement vos clients que vous envoyez, c'est aussi les collaborateurs sur place, peut-être vous-même, quand vous irez en stage ou faire un premier emploi à l'autre bout du monde, c'est ce que je vous souhaite. Attention, regardez de plus près dans quel pays vous allez tomber. Les pratiques ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai énormément travaillé sur la sécurisation des expatriés parce qu'il y a des risques encourus et surtout des conséquences des risques que l'on ne perçoit pas forcément lorsqu'on est tranquillement installé devant le catalogue de toutes les offres d'emploi qu'on peut avoir à l'étranger. Et Dieu sait qu'il y en a dans notre secteur d'activité. Donc, comment faire face ? On a 3 pôles. Hein. Il faut faire face économiquement, psychologiquement et techniquement. Et je reprends l'adage de la police nationale, après tout, il n'est pas mauvais. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que la sécurité, c'est un pôle transverse. Transverse dans votre entreprise, c'est pas parce que vous êtes un directeur de sécurité que vous allez avoir la science infuse. La sécurité, c'est aussi la participation de l'ensemble de la culture de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut la distiller de manière délicate, avec du tact, de la diplomatie, mais de manière sûre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et ces entreprises s'adaptent en ordre dispersé à ces nouvelles menaces, à ces chantiers énormes que je vous ai décrits. L'évolution des menaces, l'évolution du marché de la sécurité, mais également l'évolution des modes de gouvernance. Je reprends le groupe Accor. Vous avez, lorsqu'il y a une situation de crise dans le groupe Accor, le directeur de la sécurité qui a son siège au comité exécutif.
et qui, tous les lundis ou tous les mardis, rend compte au plus haut niveau de l'entreprise du suivi de la crise, fût-elle minime. Donc, dans quel mode de gouvernance se situe l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Quel mode de gouvernance vous souhaiterez dans l'entreprise dans laquelle vous voudrez travailler? Donc c'est intéressant de voir ce point de vue et de savoir quelle est la vision de la sécurité. Et à titre accessoire, c'est une question que vous pouvez poser dans un entretien d'embauche. Ça montre que vous êtes responsable et ça montre que vous allez au-delà de votre propre précaré, si je puis dire, votre propre spécialité en matière touristique. Puisque ça touche, j'ai essayé de vous le démontrer, tous les domaines de l'entreprise, vous êtes en capacité de poser la question et de montrer votre intérêt. Je pense que ça sera un bon point pour le recruteur de voir que vous êtes aussi sensible à ces sujets-là. Les freins à la mise en place d'une politique de sécurité globale, eh bien, quand on rentre, si je puis dire, dans le dur et qu'on se dit, quand on voit tout ça, comment on va s'y prendre, eh bien, vous avez à la fois l'atomisation des demandes des décideurs. Vous avez le directeur de services informatiques qui va dire « Moi, il me faut des millions pour sécuriser mes réseaux, mes bandes passantes, éviter les crashs, les sabotages, etc. » Vous allez avoir le directeur de la sûreté qui va dire « Moi, il me faut des millions pour protéger mon hôtel, pour le bunkériser, pour qu'il n'y ait aucune attaque, que mes parkings ne soient pas envahis par des gens qui viennent dévaliser les voitures de mes touristes, etc. » Tout le monde arrive avec ses requêtes. Et ces requêtes ne sont pas forcément très précises. Donc cette expression imprécise des besoins ne facilite pas la tâche des directeurs de sécurité ou des risques managers dans les entreprises. Ajoutez à cela, et c'est ce qui est le plus important pour un chef d'entreprise, c'est le ROI, c'est le retour sur investissement. C'est bien d'investir dans la sécurité, mais pour l'instant ça ne rapporte rien. Donc ça ne rapporte qu'en détermination négative. Le seul argument du directeur de la sécurité, ça veut dire investissez là-dedans parce que s'il y a une crise, vous perdrez beaucoup. Et donc on arrive avec des graphiques en montrant que la reprise de l'activité après une crise, la reprise de l'activité après une défaillance d'un matériel sera beaucoup plus longue, l'entreprise va perdre beaucoup plus d'argent et donc il faut mieux vaut investir 10 000, 20 000 ou 100 000 euros maintenant plutôt que d'en perdre 3 millions au bout du compte. Donc cette gestion du risque, eh bien en fait, elle est très classique, facile à dire. C'est un vrai métier. Identifier le risque, l'évaluer en quantité, en qualité, analyser l'impact potentiel du risque. Est-ce que c'est un vrai risque ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose dont les médias, par exemple, vont accroître la perception subjective, mais qu'en réalité, le risque, il est minime. Donc il faut savoir, par exemple, différencier une panne d'un accident. Vous pouvez avoir, nous, dans les parcs d'attractions, on a des pannes d'attractions tous les jours. Ce n'est pas forcément des crises, ce n'est pas forcément des accidents. Donc, il faut avoir une vision très fine de l'impact potentiel. Ensuite, on tente de résoudre par des solutions adaptées, de telle manière qu'on puisse continuer l'activité. Ce qu'on appelle le maintien du core business. Voilà, malheureusement, vous vous cassez une jambe demain, ça ne va pas vous empêcher d'aller en cours si vous avez des béquilles, si vous avez un covoiturage efficace, voilà. Mais si en revanche vous faites un AVC, vous avez un problème cardiaque, là vous êtes immobilisé pendant très longtemps. C'est le core business. Donc, identifiez quelles sont les fonctions vitales de votre entreprise, quelles sont les fonctions vitales de votre service, quelles sont les fonctions vitales de la préparation de votre diplôme, et mettez en place des mesures de protection et dites-vous que c'est peut-être imprudent de partir 15 jours au ski alors que vous avez les partiels juste après et que vous risquez de ne pas pouvoir les assurer. Donc on essaye de continuer l'activité et surtout d'éviter, parce que c'est un cycle, que ce risque ne survienne à nouveau. Et là vous avez plusieurs solutions. Soit vous supprimez carrément le risque. Imaginez que vous ayez un hôtel avec un restaurant. Vous ne cessez d'avoir des problèmes sanitaires dans votre restaurant, vous supprimez le restaurant, vous supprimez le risque. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez l'abandonner, donc, ou le mutualiser, c'est-à-dire vous mettre à plusieurs pour essayer de mettre en place des mesures de sécurisation qui sont chères, mais qui, sur le dos de plusieurs personnes, va permettre d'assurer un risque maximum. Ou alors, vous pouvez aussi transférer le risque. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le risk management, la politique assurantielle. C'est-à-dire, vous vous assurez contre le risque. Vous ne pouvez pas ne pas emmener des gens dans un restaurant, emmener des gens dans votre hôtel. Eh bien, vous allez
vous assurer, vous allez assurer vos clients, vos collaborateurs, de telle manière que si un jour vous avez le moindre pépin, eh bien, au moins vous serez indemnisé pour réparer le dommage et surtout combler ce qu'on appelle les pertes d'exploitation. Donc vous avez des polices d'assurance pour pertes d'exploitation. Il y en a une très précise chez nous dans notre domaine d'activité pour les parcs aquatiques. C'est une police un petit peu spéciale. Il y a 2 critères. Le degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le nombre de jours de pluie, la vitesse du vent. Lorsque la vitesse du vent est supérieure à un taux envoyé par Météo France, lorsque le degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le millimètre d'eau qui est tombé, est supérieur à un taux vérifié par Météo France, eh bien vous avez un chèque qui arrive dans les parcs aquatiques pour perte d'exploitation. Parce que naturellement, s'il pleut ou s'il y a trop de vent, les gens ne viendront pas se baigner. Donc vous voyez, on peut aller très loin, mais si on pense qu'il y a 4 jours, 5 jours sensibles au mois d'août, et que si on n'a pas un chat pendant cette période-là, on va perdre beaucoup, eh bien ça vaut le coup de payer une assurance un petit peu chère, mais de se prévenir de ce risque-là. Donc vous voyez, à tous les niveaux du tourisme, on peut aussi se protéger et transférer ce risque en sonnant et en trébuchant à des compagnies qui vont vous assurer. Je suis dans les temps ? Oui. Je passe un petit peu vite, tout en vous montrant des slides très, très complets. Pourquoi ? Parce que ça vous montre que, d'une part, c'est un vrai métier, et d'autre part, c'est une chaîne qui est maintenant bien identifiée. Organiser la sécurité dans une entreprise touristique, après la période d'analyse de risque que je vous ai décrite tout à l'heure, eh bien, on va mettre en branle la prévention contre les menaces. On va former les collaborateurs et surtout, on va s'exercer à ce qu'on appelle la gestion de crise. Intervenir en cas de crise, sauvegarder donc le core business, pourvu que vous l'ayez identifié, et également continuer l'activité. Je reprends l'exemple des parcs d'attractions. Vous avez un accident dans un manège, imaginons chez Disney ou chez Astérix. Sauvegarder l'activité, continuer l'activité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous rouvrez le parc le lendemain ? Est-ce que vous rouvrez l'attraction le lendemain, si vous en avez l'autorisation, si elle n'est pas fermée administrativement ? Là, vous avez des vrais problèmes qui se posent, qui sont des problèmes de confiance. Comment vont prendre vos clients l'idée d'aller dans un manège où il y a eu 2 blessés graves il y a 1 mois ? Comment vont prendre vos clients l'idée qu'il y a eu un accident grave qui s'est passé dans une zone du parc et qu'il n'y a pas l'évacuation du parc tout entier ? Et à l'inverse, vous avez besoin de continuer de votre activité. Combien ça coûte d'évacuer tout le parc ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont arriver demain ? Voilà, c'est ça la continuité de l'activité. Mais vous voyez, là je vous cite des exemples. Vous avez un conflit qui se déclare dans une zone où vous avez envoyé tous vos touristes. Est-ce que vous rapatriez tout le monde ? Est-ce que vous attendez encore un peu ? Voilà, ce sont ces questions qui sont très sensibles que vous allez devoir aborder dans la continuité de l'activité. Et puis, tout ce travail-là, en fait, s'est mué en un véritable avantage concurrentiel. Actuellement, vous avez des entreprises touristiques. Regardez par exemple les campagnes de communication qui a eu lieu de la part de la Compagnie du Ponant versus Costa Croisière lors du naufrage du Costa Concordia. Eh bien, vous avez des entreprises qui se disent « Chez nous, il y a de la sécurité. Chez nous, ça n'aurait pas pu se passer comme ça pour telle et telle raison. » Vous avez dans des compagnies aériennes, sur les sites internet, toute la politique de sécurité qui n'est pas mise en frontal parce que parler trop de sécurité, c'est anxiogène. Je développerai le thème tout à l'heure. Parler trop de sécurité, ça casse le rêve, voire ça fait peur. En revanche, pour les gens qui veulent s'assurer que la sécurité est garantie, eh bien, vous allez trouver sur le site internet toutes les informations relatives à la sécurité. Et là, vous avez un véritable avantage concurrentiel par rapport aux sociétés qui sont concurrentes. L'organisation de la sécurité, en pratico-pratique, c'est une cartographie des risques. Une cartographie des risques, c'est un document qui rassemble dans les compartiments du jeu que je vous ai décrit tout à l'heure, l'ensemble des risques que vous pouvez encourir. Un plan de prévention des risques, un plan de protection, des plans de formation, des contrôles des acquis. Je vous forme à la sécurité. Ce qui est très curieux, c'est qu'en formation continue, on envoie les gens en formation, mais il n'y a pas forcément un diplôme à la fin. Il y a simplement une attestation de présence. En matière de sécurité, il faut exiger un acquis. Il faut exiger une labellisation de la formation. Il faut pouvoir démontrer 3 ans après au juge
qui aura engagé votre responsabilité et qui vous aura mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Là, je suis désolée, je raconte des choses pas très gaies, mais votre responsabilité pénale peut être engagée et qui va vous demander, effectivement, vous étiez en charge de vos collaborateurs qui sont partis dans telle région. Normalement, ils ont été formés. Pouvez-vous me le prouver ? Bien sûr, monsieur le juge, je vais vous le prouver. Voilà, ils ont suivi telle et telle formation, la prévention des risques, etc. Est-ce qu'ils ont validé leur formation ? C'est pas le tout d'aller passer son bac, mais est-ce qu'ils l'ont eu leur bac ? Voilà. Ça, c'est la question que le juge va vous poser. Si vous ne répondez pas par l'affirmative, si vous n'êtes pas en capacité de prouver que votre politique de risque, vous l'avez démontrée et vous êtes allé jusqu'au bout, eh bien, c'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est-à-dire votre bonne volonté n'aura servi à rien. On organise, on gère la crise, on fait une politique assurantielle adaptée. Ça, c'est tout le domaine du risk management qui est à la fois un domaine de prévention des risques, mais à la fois un domaine financier, puisque là, on arrive dans de l'investissement financier. Et bien évidemment, des plans de continuité d'activité. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer ce qui se passe dans un secteur d'activité que je connais bien, puisque c'est le mien, et qui est très emblématique de la problématique touristique. Alors, je ne l'ai pas simplement choisi par facilité. Je pense que ce que je vais vous décrire s'applique à l'ensemble des domaines touristiques. Je vais essayer de vous le démontrer. Voilà très, très succinctement l'ensemble de mes adhérents. Je suppose qu'il y a quelques logos qui vous rappellent quelques visites lorsque vous étiez plus jeune, ou même lorsque vous êtes maintenant adolescent, comme on dit, puisque nous, on a notre cible qui va jusqu'à 28 ans, donc vous avez encore un petit peu de marge. L'ensemble de ces sites, vous voyez, il y a de la couleur, il y a des images sympathiques. On est dans le monde du rêve, on est dans le monde du fun. Pas que, parce qu'on a des segments qui sont très diversifiés. Nous avons des parcs d'attractions, des parcs de loisirs, des parcs animaliers, mais aussi des musées, des châteaux privés, des parcs et jardins. La problématique de sécurité dans nos secteurs d'activité, elle est paradoxale. Paradoxale pourquoi ? Bien parce que la logique de divertissement, la logique du rêve, va venir en opposition à la logique de sécurité. Se divertir, reprenez vos cours de latin. Huerto en latin, ça veut dire tourner. Diverto, c'est se détourner. Et qu'est-ce que c'est que le divertissement ? C'est se détourner de la réalité. Qu'est-ce que vous faites dans votre métier touristique ? Vous prenez des clients, vous prenez des visiteurs, vous leur dites, actuellement dans votre quotidien, c'est métro, boulot, dodo. Moi, je vous offre une semaine aux Seychelles, une journée chez Disney, un circuit, je vous fais descendre le Danube jusqu'au Delta, je vous fais visiter des régions extraordinaires. Vous les sortez, vous les divertissez. Détourner quelqu'un de son occupation, pour les parcs de loisirs, c'est vous mettre dans une situation qui est donc hors du réel. Et c'est une situation qui est extraordinaire pour justement, si on réussit bien notre métier, vous rentrer dans le monde magique de Disney, vous faire prendre pour des chevaliers au Puy du Fou ou pour des robots dans Danse avec les robots au Futuroscope. Voilà. Donc ça, c'est notre logique de divertissement. On monte nos produits comme ça, on les market, on les met en marché comme ça, mais parallèlement, on a une exigence de sécurité. Vous ne pouvez pas imaginer que vous prendriez le moindre risque en emmenant ce que vous avez de plus cher à vos yeux, c'est-à-dire vos enfants, vous-même, vos amis, votre famille, dans un endroit où il pourrait y avoir le moindre risque pour votre intégrité physique. Donc vous n'allez pas aller dans un endroit où les manèges se cassent la figure, où vous avez des risques de pollution, où vous pouvez attraper une salmonelle dans les restaurants. Donc, on doit assurer des conditions d'exploitation ordinaires, tout en vous baladant dans un monde de rêve. Et là, il y a un vrai paradoxe, parce que la réalité pour l'exploitant, c'est une obligation de résultat. Pour parler très pratiquement, il faut que vous retourniez dans le parking ou vous retourniez dans le RER dans l'état dans lequel vous êtes arrivé. Ça, c'est l'obligation de résultat en termes juridiques. Ce n'est pas une obligation de moyens. Face au juge, s'il y a un problème, on va dire, le juge va nous demander de démontrer l'ensemble des conditions que nous avons mis en place en termes de sécurité pour éviter l'accident qui pourtant est survenu. Et lorsque nous arrivons devant le juge, notre culpabilité est à 100%. Et c'est simplement en dégrévant cette culpabilité de tous les pourcentages de politique de sécurité que vous pourrez lui démontrer que votre responsabilité va être dégagée, voire va être totalement supprimée. Mais c'est complètement une situation inverse de ce qu'on appelle en termes juridiques une obligation de moyens,
où on vous impose de mettre tel et tel moyen, et après, c'est la faute à pas de chance s'il y a un accident. Vous avez juste à prouver que vous avez mis en place tout ce qu'on vous avait demandé de mettre en place. En matière touristique, vous êtes tout le temps dans une obligation de résultat. Vous ne pouvez pas envoyer vos touristes n'importe où, dans n'importe quelles conditions, et vous allez devoir prouver que vous avez tout fait pour que l'accident ne se passe pas. Et si l'accident se passe, votre responsabilité n'est pas engagée parce qu'il y a eu des phénomènes extérieurs qui ont fait que. Et c'est là où les problèmes commencent. L'autre problématique de la logique de sécurité, par rapport à la logique de rêve, la logique de divertissement, c'est une matière un petit peu particulière, pourtant passionnante, qui s'appelle la matière psychosociale. Lorsque vous arrivez dans un parc d'attractions, vous avez acheté le produit, on vous l'a vendu, on vous l'a même vendu cher, pour que votre âge mental soit abaissé le plus possible. Et si possible, à l'âge mental des enfants qui vous accompagnent, en moyenne 6 ans. Si on réussit bien notre métier, c'est que au bout de 20 minutes, vous avez 6 ans. Et là, vous mettez à vous amuser comme un gamin de 6 ans. Et là, on a réussi. Mais si vous prenez ça sous l'angle de la sécurité et qu'il se passe une crise dans le site, eh bien nous sommes face à un différentiel énorme. On n'est plus face à des parents ou des étudiants très sérieux en master qui sont bien dans leur tête, responsables. On est face à des enfants de 6 ans. Donc en cas de crise, quand il faut évacuer dans la neige, quand il faut interrompre un mouvement de foule, eh bien on n'est pas face à des gens raisonnables, on est face à 10 000, 20 000, 30 000, 120 000 enfants. Et vous voyez que la logique de sécurité s'oppose à la logique de rêve et la logique de loisir. Et vous voyez là, enfin je l'espère, qu'il y a un vrai paradoxe dans le tourisme. Vous vendez du rêve, mais vous devez le sécuriser. Et comme vos clients, regardez les clients du Club Med, regardez vos clients dans les villages vacances, comme vos clients ne veulent surtout pas se préoccuper de sécurité, ils font ça dans leur vie quotidienne, ils passent leur vie à s'occuper de leur sac à main dans le métro, à éviter qu'on leur... Donc en vacances, ils veulent surtout pas s'occuper de ça. Et d'ailleurs, vous leur avez assuré que chez vous, tout allait bien se passer. Ça veut dire que vous devez démultiplier, aller au-delà de ce qui pourrait se passer pour vraiment blinder la carapace de sécurité que vous allez mettre autour de vos clients, dans les parcs de loisirs, mais dans tous les produits touristiques. Vous voyez la difficulté ? Vous vendez un produit qui est irresponsable, et vous devez le surresponsabiliser au niveau de la sécurité, parce que s'il y a un problème, eh bien le produit n'existera plus. Plus personne n'ira dans les parcs de loisirs, plus personne n'achètera vos séjours, plus personne n'ira dans votre hôtel. Donc, nous, on mène une chaîne de sécurité dans un site, c'est-à-dire qu'on va prendre les conditions d'exploitation. Je vais très vite, mais je crois que vous avez compris la logique, la qualité de la formation, la signalisation visuelle, le niveau de vigilance des visiteurs. Pour ceux qui vont suivre mon cours sur la gestion de crise, je détaillerai tous ces points-là. Et on va essayer de s'entourer du maximum de sécurité parce qu'on aura préalablement identifié les risques au travers de la cartographie des risques. Et là, on a un vrai problème parce qu'il va falloir allier raison et affect. On va devoir rapprocher tout le travail technique du niveau objectif de sécurité, l'application de toutes les normes obligatoires sur les ERP, la sécurité des manèges, les normes sur les espaces de jeu pour enfants, la qualité de l'eau dans les bassins, les normes environnementales sur les pollutions, sur la pollution, sur les rejets des eaux usées, je vous en passe. Et on a la perception du niveau par le visiteur. Et là, il peut y avoir un vrai décalage. Je vous prends juste un exemple très rapidement, je suis toujours dans les temps. Oui, mais 10 minutes, donc c'est bon, je suis dans les temps. Je vous prends un exemple dans mon secteur d'activité, parce que je crois que c'est un secteur que vous connaissez bien, qui sont les parcours acrobatiques en hauteur, ce qu'on appelle les acrobranches. Je n'utilise une fois que le nom d'acrobranche, c'est une marque déposée, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Vous voyez ces parcours acrobatiques en hauteur, un secteur en plein développement, Tarzan de 7 à 77 ans, des tyroliennes, des ponts de singes, de la sensation, de l'émotion, du fun. Vraiment. Et puis en plus, quelque chose que vous faites avec vos amis, souvent d'ailleurs des enterrements de vie de garçons, on les emmène avoir des sensations dans des tyroliennes. C'est l'exemple même de différentiel qu'il y a entre un niveau objectif de sécurité. Je suis désolée de devoir vous dire que objectivement, le niveau de sécurité de ces installations n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon ? Parce que c'est un secteur qui est présenté comme un parc d'attractions, qui est présenté comme des attractions justement de 7 à 77 ans, alors que c'est une activité sportive à part entière. Donc si vous n'êtes pas un tantinet sportif, si vous n'êtes pas un petit peu dynamique, et si vous n'avez pas la conscience du risque,
comme si vous descendiez une piste noire ou comme si vous faisiez du kitesurf, vous pouvez avoir un accident. Quand vous avez 7 ans et que vous allez dans ces parcours-là, s'il n'y a pas toute la sécurisation, vous risquez, enfin, il y a un risque important en termes statistiques d'accident. Et d'ailleurs, un taux d'accidentologie très important. En revanche, la perception du niveau de sécurité par le visiteur, elle est à 100%. Les gens vont dans les parcours acrobatiques en hauteur comme s'ils allaient dans un manège chez Disney, en disant, il n'y a pas de problème, on est Tarzan, on est attaché de partout, il n'y a pas de souci. Donc c'est là vraiment l'inverse. Perception du niveau, 100%. Niveau objectif, je dirais 40%. Dans notre secteur d'activité, on a exclu tous les parcours acrobatiques en hauteur qui n'étaient pas équipés de dispositifs de sécurité, ce qu'on appelle passifs, c'est-à-dire quelqu'un qui vous attache au début, qui vous détache à l'arrivée. Et si vous arrive un problème, vous avez l'air d'un idiot, mais au moins vous êtes attaché, vous ne tombez pas. Et tous les autres, on les a renvoyés à la Convention collective du sport, parce que nous estimons, que c'est une activité sportive. Quand on vous explique qu'il faut un brief de sécurité, qu'il ne faut pas se tromper de longe, et que si vous vous trompez de longe, que vous attachez au haut banc, vous allez descendre très vite, que si vous n'avez pas compris le brief de sécurité, vous pouvez aussi tomber très vite, et que si vous avez des comportements déviants pour frimer devant votre petit ami, que vous décidez de doubler le client qui est devant et qui lui est tétanisé parce qu'il a vraiment très peur, là vous détachez de tout, vous le dépassez et vous risquez de tomber très vite aussi. Donc ça c'est du sport. Vous faites de la varap, vous descendez à ski sur un monoski sans bâton, sans les mains, sans les dents, vous faites ce que vous voulez, mais vous prenez votre risque, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité active du visiteur. Nous avons décidé d'exclure ce type de parcours acrobatique en hauteur. Pourquoi ? Parce que le taux d'accidentologie est tellement important et ils sont tellement assimilés à des parcs d'attractions qu'ils viennent atteindre l'image des parcs d'attractions. Trop d'accidents dans les parcours acrobatiques en hauteur, c'est l'image du secteur tout entier qui est entamée. Et donc nous, on a une menace d'atteinte à l'image. D'accord ? Donc vous voyez, il y a un travail à faire sur perception du visiteur. Ça, c'est les enquêtes de satisfaction et c'est les enquêtes de risque auprès de vos visiteurs. Est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité ? Et ce qui est important, c'est pas simplement de dire, mais bien sûr, dans ce voyage, je me suis senti parfaitement en sécurité. C'est pas la note de 100%. Ce qui est important, c'est l'écart qu'il va y avoir dans les différents points de sécurité que vous aurez mis dans votre questionnaire. Et quand il y a des écarts, là, il y a menace, il y a un risque, en tout cas pour la fidélisation de votre visiteur. Donc, niveau objectif de sécurité, je vais très rapidement, mais c'est l'application des normes, la professionnalisation, la formation, l'évaluation, et surtout, un relevé précis de l'accidentologie. On va nous pousser le vice jusqu'au ce qu'on appelle le presque accident. L'accident qui n'est pas arrivé, mais qui aurait pu arriver. Et on le partage avec l'ensemble des adhérents pour dire, bon, attendez, là, ils ont eu chaud dans tel parc, vous avez le même type de manège, allez vérifier. Vous voyez ? En matière touristique, il y a aussi, moi je parle de mon syndicat, mais au SNAV, dans tous les syndicats du milieu du tourisme, il y a ce type de politique. Nous, on l'a poussé à son extrême, puisqu'on va même rendre chaque année notre relevé d'accidentologie au ministère de l'Intérieur. La perception du niveau de sécurité, là, on arrive dans une matière qui n'est absolument pas travaillée, qui est énormément travaillée dans le marketing, puisque le marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est de construire le capital image, mais qui n'est absolument pas travaillé en niveau de risque, et surtout en gestion de crise, c'est, en cas de problème, comment vous restaurez le capital image ? Vous me direz, oui, mais il y a pourtant, d'ailleurs je vais en faire un cours, la communication de crise. Donc on essaye là de sauver les meubles, comme on dit, quand la crise se passe. Oui, mais qu'est-ce qui est fait après pour restaurer l'image de l'entreprise par rapport aux millions d'euros qui ont été investis dans le marketing précédemment ? Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait et que là, il y a une vraie matière de recherche. Je suis en train de travailler là-dessus et c'est d'ailleurs passionnant. La construction de l'image, son entretien et les facteurs de sa dégradation. Voilà. En cas de crise, quand vous avez le Costa Concordia avec des images qui font tous les tours de la télé et du net d'un navire avec le bec dans l'eau, et que pendant ce temps-là, vous avez toujours des campagnes de publicité pour Costa Croisière, où vous avez toutes les activités, le golf, les transats qui sont à fleur d'eau, parce que c'était la campagne de pub qu'il y avait à ce moment-là sur le Costa. Il y a eu un choc d'image dans l'esprit des gens, donc on était en période de crise. Qu'est-ce qu'on fait pour restaurer cette image ? 3 menaces en cas de crise. Vous l'aurez compris, il faut faire face techniquement à la situation de crise. Qu'est-ce que vous mettez comme moyen
pour essayer techniquement de limiter l'impact de la crise. Psychologiquement, qu'est-ce que vous mettez en face de la dégradation de l'image de votre entreprise, de votre marque, lorsque vous avez eu un pépin avec un groupe, lorsque vous avez eu une pollution sévère dans votre hôtel, ou une inondation, ou un tsunami? Qu'est-ce que vous faites? Quelles actions vous menez auprès de votre client? Et puis attention, hein, les concurrents, bien évidemment, ils vont en profiter. Vous êtes dans la panade, et eux, ils vont mettre en valeur qu'ils ne vendent pas cette destination, ils sont entourés de toutes les conditions de sécurité, et qu'eux, ils n'auraient pas fait comme ça, et ils n'auraient pas traité leurs clients comme ça. Troisième menace, économiquement. Qu'avez-vous préparé pour faire face économiquement? Est-ce que vous avez un plan B, un plan C? Est-ce que vous avez des fonds qui vont vous permettre de continuer l'activité? Tout cela, j'arrive dans le détail et je termine là-dessus, vous verrez, c'est très complexe, je vais très vite. Vous avez ici un plan de parc d'attractions, voilà tout ce qu'il faut sécuriser. Et c'est justement dans l'abondance des informations qu'il y avait sur cette slide pour vous montrer la difficulté et également l'investissement nécessaire. Entre 8 et 15% du chiffre d'affaires d'un parc, c'est la sécurisation des collaborateurs et des visiteurs. Et c'est bien le moins, parce que s'il y a le moindre pépin, vous êtes susceptible de ne pas revenir et il n'y a plus de métier. On fait face aux risques, atteinte à l'image, l'efficacité des secours aux personnes, les mesures prises en cas d'accident. Regardez tout ce qu'il peut y avoir comme crise dans un parc de loisirs. Je ne vous ai pas fait une liste exhaustive. Une pollution chimique, un accident de manège, des conditions climatiques extrêmes. Le parc Astérix est sur une butte. Au-dessus de 35 degrés, les visiteurs tombent comme des mouches. Donc on met en place des brumisateurs tous les 2 mètres. C'est pas simplement pour faire fun, hein. C'est pas parce qu'ils ont les brumisateurs ont la tête d'Obélix. Ce sont des conditions de sécurité, c'est de la prévention des risques, parce que sinon vous avez des gens qui sont évacués, vous avez une noria des secours vers les hôpitaux. On cartographie les publics. Lorsque vous avez une crise, il n'y a pas simplement les victimes, mais vous avez tous les gens qui sont autour, les familles, les amis, les collègues, les clients de demain. Hein, c'est la politique de continuité d'activité, c'est « et demain, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis vous avez les visiteurs, les clients, les employés, les sociétés sous-traitantes. Est-ce que votre fournisseur va continuer à fournir une entreprise qui a eu un énorme accident? Peut-être pas. Donc est-ce que vous avez un deuxième fournisseur? Est-ce que vous avez prévu le plan B, etc., etc. En crise majeure, dernière chose, le site passe sous le contrôle des pouvoirs publics. Il est absolument indispensable que vous tissiez des liens avec la police, la gendarmerie, la préfecture, les autorités locales. Si vous le faites à chaud, ça risque de mal se passer. Autant le faire à froid, autant de préparer, et de rencontrer le colonel des pompiers de votre hôtel, de votre village de vacances ou de votre parc de loisirs avant. Vous l'invitez à déjeuner, vous l'invitez à visiter les lieux, à froid. Comme ça, c'est exactement comme pour les médias, à chaud, il vous aura non seulement connu, mais reconnu. Et il saura toute la politique que vous aurez menée. Et inconsciemment, il aura quand même à l'esprit que l'accident qui survient est un accident qui n'aurait pas dû survenir parce que justement, il sait que vous avez mené toute une politique de sécurité. Là, c'est pour vous montrer la difficulté des interlocuteurs. À droite, vous avez votre entreprise avec vos clients, vos médias, les administrateurs, les investisseurs, les assurances, tous les gens que vous avez sur le dos en cas de crise, mais vous ne pouvez pas vous passer de tous les autres, qui sont les représentants de la force publique, des secours, des institutions, et qui, eux aussi, vont vous demander des comptes. J'ai fait exprès d'en mettre plein, avec plein d'acronymes, pour vous montrer la difficulté. En revanche, c'est pas du tout difficile de s'y préparer à froid. Ça demande un peu de travail, mais quand c'est fait, c'est fait. Il faut juste mettre à jour. Je terminerai sur le risque terroriste, parce que dans le tourisme, c'est quelque chose de très prenant. Moi, j'ai 2 adhérents dans mon syndicat qui s'appelle la Tour Eiffel et Disney. On ne se demande pas si ça va sauter, on se demande quand ça va sauter. On a fait la liste des 35 sites symboliques majeurs en France, Notre-Dame, le Louvre, le Mont-Saint-Michel, une liste, où il pourrait y avoir une attaque terroriste d'une importance telle qu'elle mettrait à plat le tourisme en France, parce que le niveau subjectif, la perception du niveau de sécurité dans l'esprit des touristes qui viendraient en France serait catastrophique.
7,3% du PIB, ça vaut le coup d'investir un petit peu. Donc, la protection du touriste en France, la protection du secteur économique, ça y est, les autorités en ont pris conscience. Et, par exemple, je viens d'être habilité confidentielle défense par le ministère de l'économie, ministre du tutelle, avec maintenant le Quai d'Orsay pour la matière touristique, pour établir des liens entre les personnes habilitées sécurité dans une entreprise, ça va descendre dans les entreprises, mais dans les organisations professionnelles, et d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on va pouvoir discuter d'une matière très sensible, qui est la matière terrorisme, Vigipirate, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on développera pour ceux qui vont suivre mon cours, mais qui est une matière très importante. Là encore, occurrence de la menace faible, ça pètera une fois, peut-être 2 fois, mais pour l'instant, on est relativement protégé. En revanche, impact de la menace énorme, et dépassant bien évidemment votre entreprise, mais le secteur du tourisme tout entier. Je suis désolée, je finis sur quelque chose de pas très gai. Merci Sophie, merci. Alors traditionnellement, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors juste une petite information, nous n'avons qu'une caméra ce soir et non pas 2. Donc si vous posez une question, vous pensez avoir un petit regard pour la caméra, puis surtout vous donnez votre nom et si vous êtes étudiant en première ou en deuxième année. Voilà. Alors je lève le suspense, ce sont les M2 qui sont concernés par le cours de Sophie. Les pauvres. Est-ce qu'il y a des questions? Et le micro. Alors, qui va poser la première question de l'année? C'est la plus dure. Mais on s'en souviendra. Oui. Christine, t'as pas de question? Non? Pas de question. Hein? Si, oui, vous avez le droit de ne pas regarder la caméra, mais bon. Oui. C'est ça qui vous intimide. Bonsoir. En fait, j'ai une question. Je voulais savoir, sur un mesure de 1 sur 10, au niveau du tourisme, la sécurité de la France, vous pensez qu'on est combien? Alors, je serais à la fois bien incapable, dans tous les sens du terme, de pouvoir vous répondre. J'avais quand même une question complémentaire. Vous voulez dire en matière réceptive ou en matière de sécurisation des touristes français qui partiraient à l'étranger? Des touristes français qui partent à l'étranger? Non, des gens qui viennent, donc en réceptif. Il y a bien évidemment... Alors, tout dépend de quel risque vous parlez, dont vous parlez. Si on parle du risque terroriste, c'est vrai qu'il y a une menace terroriste en France qui est réelle. Il y a d'ailleurs un nouveau plan Vigipirate, je vous incite à aller le consulter, puisque maintenant il descend très, très loin, y compris avec des parties qui concernent les entreprises. On a une menace qui est réelle, on a des services actifs de détection de ces menaces. En revanche, notamment sur les sites symboliques, je pense que la menace est réelle. Mais je ne me mettrai que derrière la couleur de Vigipirate. Je crois qu'actuellement, on est à un niveau rouge. Donc vous savez qu'il y a le niveau d'après, c'est écarlate. Donc je pense que les autorités sauront passer en écarlate le jour où. En revanche, dans votre question, plus précisément, parce que moi, ce qui m'importe, c'est de vous sensibiliser, vous, en tant que futur collaborateur dans une entreprise, c'est de détecter le risque dans votre entreprise. Or, la menace terroriste, c'est pas simplement le fou de Dieu qui arrive avec sa ceinture d'explosifs dans un lieu et qui se fait péter la ceinture. C'est pas ça. C'est l'embauche de cols blancs qui viennent s'infiltrer dans une entreprise et qui viennent créer un véritable réseau terroriste au sein d'une entreprise. Rappelez-vous les bagagistes de Roissy. Voilà. Donc, la difficulté provient du fait que vous n'avez pas autorité pour, j'ouvre les guillemets, fliquer, c'est-à-dire faire des recherches sur la bonne tenue et l'intégrité des gens que vous allez embaucher. Vous n'avez pas le droit. Certains s'y sont essayés et il y a des procès en cours. Heureusement, on est en République, on est en démocratie et on ne va pas commencer à faire des dédits de sale gueule sur tous les gens qu'on veut embaucher. En revanche, moi, c'est le travail qui m'intéresse actuellement, c'est d'établir des passerelles avec les autorités compétentes, la DCRI, c'est-à-dire les services de police en charge du renseignement, la DST,
les services en charge du renseignement à l'étranger, qui permettent à qui vous seriez en capacité d'envoyer vos listes d'embauche en disant « je n'ai pas le droit de faire le travail moi-même, mais assurez-moi que les gens que je risque d'embaucher ou que j'ai envie d'embaucher sont nets ». Voilà. Donc c'est dans cette répartition dans les entreprises qu'on va pouvoir diminuer le risque. Mais le risque, il est à l'intérieur des entreprises. Regardez les attentats terroristes dans les pays démocratiques. Ce sont souvent des attentats terroristes. Alors je ne parle pas de l'affaire Mera, des choses comme ça, mais sont souvent des attentats qui ont été perpétrés, qui ont été préparés et qui ont été perpétrés par des gens qui étaient infiltrés. Donc il faut les détecter très en amont. Oui. Si tu t'approches, Christine, tu as celui-là. Merci. Donc moi je suis professeure, pas étudiante, en tourisme d'affaires, congrès événementiel, et j'ai une question sur ce sujet-là. Vous avez parlé d'accidentologie. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un réseau qui référence et qui donne une visibilité sur les accidents qu'il y a sur les grands événements et sur l'activité tourisme d'affaires? Alors pas à ma connaissance. Voilà une bonne idée qu'il faudrait souffler à mes confrères du syndicat de France Congrès. Mais là, il aurait fallu couper. Hein. Mais nous, en tout cas, nous le menons au niveau de l'accidentologie des parcs de loisirs. En revanche, c'est un thermomètre et un panorama et un observatoire qu'il faudrait absolument mettre en place parce que c'est un excellent indicateur, notamment en prospective, pour les nouveaux marchés. C'est-à-dire que quand on a une tendance d'occurrence d'accidents sur certaines destinations, pas simplement pour des problèmes géopolitiques, mais parfois ce sont des problèmes sociaux, hein, et notamment des problèmes de mouvements sociaux, des problèmes de grève. Ça peut être quand même, enfin, je pense, très intéressant, mais à ma connaissance, il n'existe pas cet observatoire. Faites des propositions de stage. Hein. C'est d'autres questions ? Vous êtes timide ? Est-ce que vous avez un exemple d'un grand procès qu'il y a eu suite à soit une activité touristique, soit une activité événementielle? De grands procès, il y en a eu plein. Moi, dans mon secteur d'activité, il y a eu un procès à la suite d'un accident mortel au parc Astérix en 2005, qui est encore, lorsque vous googlisez mon nom, c'est la première occurrence qui sort, c'est l'interview que j'avais donnée en Figaro en 2005 pour la mort de ce petit garçon. C'est pour vous dire l'impact qu'il y a eu lors de cet accident. Le procès a eu lieu 4 ans après, avec comme chef d'inculpation la responsabilité pénale du dirigeant des équipes qui étaient engagées. Alors ça n'a pas été un grand procès, mais il a été quand même médiatisé. La responsabilité du parc et la responsabilité pénale du dirigeant a été totalement dégagée. Je ne vais pas vous parler des détails, mais je vous parle de ce procès parce qu'il y a eu quand même des dégâts considérables. Au-delà de l'accident et de la mort dramatique de ce petit enfant de 6 ans, le directeur général du parc Astérix, avec qui j'ai déjeuné à midi, a fait un infarctus, a dû quitter son job parce que, à la suite de cet accident, quand bien même sa responsabilité a été dégagée. Hein. Et puis en plus, réellement, ce n'était pas simplement les avocats qui avaient fait leur boulot. Eh bien lui, il ne s'en est pas sorti. C'est-à-dire qu'il a dû quitter son poste. Les équipes ont été traumatisées. On est rentré dans les conséquences d'une crise qui, sur le plan juridique, a dégagé le parc économiquement, si je puis dire, et juridiquement, mais qui, en termes de risques psychosociaux, on en a encore les traces dans les équipes. Voilà, donc décidément, je plombe vraiment l'ambiance, mais c'est pour vous montrer que une crise, un accident laisse des traces, et laisse des traces notamment chez les collaborateurs. Voilà. Sinon, des grandes affaires, on attend le procès du Costa Concordia, là, ça va être intéressant. Sur des événements, il y a eu des procès, mais ça n'a pas été des grands procès. Il y a eu le procès de Furiani.
Il y a eu le procès du Heysel, du stade du Heysel. Mais les procès ont lieu plusieurs années après l'événement. C'est fait aussi pour ça, pour que la tension retombe, pour que l'affect retombe. Et après, on rentre dans des batailles d'experts. Donc ça n'intéresse pas trop les médias. Ce qui intéresse les médias, c'est s'il y a une condamnation lourde, là, il va y avoir un retour. Mais il est très important pour les entreprises de se préparer en termes de communication au moment du procès. Parce qu'il peut y avoir des groupes de pression, il peut y avoir une entreprise qui a été blanche comme neige, l'accident du Club Med, cet enfant qui s'est noyé dans une piscine au Club Med en Grèce, avec le PDG du Club Med qui à l'époque a été vraiment fustigé dans les médias parce qu'il a très mal réagi en termes de crise. Il y a eu un procès après et le Club Med a dû faire une communication spécifique parce que quand bien même il avait pris des mesures de protection, eh bien, et il n'y a plus eu d'accident après, et vous avez une bombe qui vous éclate à la figure parce que 3 ans après, il y a le procès. Donc vous allez avoir cet accident qui va ressurgir dans les médias. Et donc pour ça, il faut s'y préparer, bien évidemment. Il y a une question tout au fond. Non, c'est Non, clair. attendez le micro. J'y vais. Bonjour. Moi, j'ai une petite question concernant l'incident qu'il y a eu l'année dernière à Disneyland Paris. Lequel je suis sur l'attraction Pirates des Caraïbes, je crois. Et du coup, je voulais savoir quelles étaient les instructions qu'il y avait à ce moment-là et comment le personnel a réagi et éventuellement, est-ce qu'il y a eu une baisse de fréquentation après cet incident ? Alors, normalement, je ne devrais pas vous répondre parce que je ne suis pas salariée par l'entreprise Disney. Mais moi, j'ai dû gérer la crise au niveau du secteur d'activité. Donc, je fais un tout petit préliminaire. Quand il y a un accident dans un parc, il y a une cellule de crise au SNELAC parce que l'ensemble des parcs est impacté. Le métier est impacté, l'image du métier est impactée. Quel que soit le parc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident chez un tout petit adhérent qui génère une cellule de crise au SNELAC et même chez Disney. Et à l'inverse, il peut y avoir un pépin chez Disney qui génère une cellule de crise. Ça, c'est la première réponse en préliminaire. Deuxième réponse en préliminaire. Il faut savoir que quand il y a un accident dans un secteur touristique, quel qu'il soit, et en tout cas dans mon secteur, la première réaction des journalistes va être d'interroger, d'aller faire une enquête d'investigation dans l'entreprise. Et le deuxième réflexe, c'est d'aller voir le syndicat professionnel pour comparer les dires de l'exploitant avec la norme de l'activité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ce type d'accident peut arriver, etc. 2 points qui sont importants et qui vous montrent aussi l'importance de partager les informations avec vos organisations de tutelle, si je puis dire. En tout cas, vos organisations professionnelles, parce que les médias y vont directement. Donc cet incident de Pirates des Caraïbes, je ne sais pas si tout le monde l'a en mémoire, donc c'est un enfant qui, avant l'arrêt complet de l'embarcation, donc ce sont des bateaux, vous avez des bateaux sur une rivière artificielle, et à l'entrée en gare, à la fin de l'attraction, ce petit enfant s'est levé trop tôt et a perdu l'équilibre, il est tombé, il s'est retrouvé coincé entre à la fois 2 bateaux et le quai d'embarquement. Il avait 5 ans, donc il a été blessé très sérieusement, enfoncement de la cage thoracique, enfin je vous en passe des meilleurs, et avec un enfant miraculeusement qui est sorti de l'hôpital 3 jours après, totalement indemne, parce qu'à cet âge-là, ils sont vraiment élastiques, et donc tout s'est remis tout seul. Et je peux vous dire que c'est pas simplement un ouf de soulagement pour cet enfant, pour ses proches, pour les collaborateurs, pour l'entreprise, mais c'est un ouf de soulagement général. Et alors là, je reprends mes catégories économiques, financières et juridiques. Je ne parlerai pas comme ça aux médias, mais c'est aussi le côté business. Un accident mortel, c'est vraiment dramatique en termes sociaux, en termes psychologiques, mais c'est dramatique en termes économiques. Donc, votre question, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait eu des mesures de prévention? Oui, bien sûr, les collaborateurs sont formés. Il y a surtout chez Disney, vous avez des exercices de simulation de crise. Vous avez ce qu'on appelle des fiches actions réflexes, c'est-à-dire que les collaborateurs, dès qu'ils voient quelque chose qui se passe mal, il y a un niveau automatique d'arrêt de l'attraction.
C'est-à-dire que sans intervention humaine, l'attraction s'arrête. Et d'ailleurs, les visiteurs ne peuvent pas sortir de certaines attractions tant que la machine ne l'a pas décidé. Même si l'opérateur décide de déverrouiller l'attraction, à partir d'une certaine vitesse, les systèmes se déverrouillent automatiquement. Donc oui, les collaborateurs sont formés. Là, il y a eu la responsabilité du parc n'a pas été engagée parce qu'il y a eu non-respect des consignes de sécurité par les visiteurs, ces consignes de sécurité ayant très explicitement été décrites à l'entrée de l'attraction et rappelées oralement dans plusieurs langues. Ça, je prépare le procès après. Rappelées oralement et dans plusieurs langues et de façon avec un niveau sonore en termes de décibels suffisamment élevé pour que tout le monde puisse l'entendre et qu'on ne déroge pas à ces règles de sécurisation. Il y a aussi le bon sens. On ne fait pas... cet enfant était accompagné, il était accompagné par un adulte, par des adultes qui étaient en responsabilité de cet enfant qui était mineur et qui devaient transmettre... l'enfant était sous la responsabilité de ses parents, tout bêtement. Mais c'est pas évident. On peut être sous la responsabilité de ses parents, mais si le parc n'avait pas signalé qu'il fallait pas se lever avant la fermeture totale de l'attraction, enfin l'arrêt total de l'attraction, etc., etc. Et vous aviez aussi une question sur la fréquentation. Alors, la chute de la fréquentation. Alors, très objectivement, je ne peux pas vous dire, parce que vous imaginez bien que ce sont des données stratégiques de Disney, qu'elle ne va pas communiquer là-dessus. Quand bien même je les aurais, vous imaginez bien que je ne serais pas autorisée à vous les donner. Ce que je peux vous dire, c'est pas sur cet accident, mais sur d'autres accidents où on a fait des enquêtes. Eh bien, il peut y avoir une chute de fréquentation le lendemain ou le surlendemain. Mais aussi, il peut y avoir des comportements transgressifs et des gens qui viennent en disant « je veux faire cette attraction-là ». Ça, pour ceux qui suivront mon cours sur le paradoxe de la sécurité, notamment le rôle de la peur comme sentiment dans le produit parc de loisirs, vous avez des comportements transgressifs et des gens qui disent « je veux monter dans cette attraction-là parce que moi, même pas peur ». Voilà. Donc, et au-delà de ça, ils ont 6 ans d'âge mental et ça veut dire qu'on a bien réussi notre coup et qu'ils ont eu raison de dépenser 25 € pour rentrer chez nous. Non, mais c'est ça aussi. C'est pas chez Disney, 83 €, mais dans l'ensemble de mes parcs, en termes moyens, excusez-moi, comment on fait pour dépenser que 25 € pour entrer chez Disney? Non, mais ça prouve, à contrario, que je suis toujours pas salariée chez Disney. C'est pas parce qu'il y a une proximité que, voilà, moi j'ai 247 adhérents et en moyenne c'est 25 € l'entrée. Donc cette appétence, cette sensibilité peut aller dans un sens ou dans un autre. Ce que je peux vous assurer, c'est que la multiplication, la sédimentation dans l'inconscient collectif, parce que là on est dans, là encore j'ai pas eu le temps, mais on n'est pas dans la perception par l'individu, mais on est à la perception par le groupe et par la foule, donc avec des phénomènes d'inconscient collectif qui ont un impact beaucoup plus important que vous, l'idée que vous pouvez avoir en disant ben non, mais moi j'ai pas peur, il n'y a pas de souci, c'est un accident comme un autre, etc. Il y a des phénomènes exponentiels en termes de dégradation d'image. Ce que je peux vous dire, c'est que l'accumulation d'accidents, et c'est justement ce qu'on veut éviter, il y a un moment donné où la coupe sera pleine et qu'il va y avoir l'accident de trop et on fermera les parcs et il n'y aura plus de métier. C'est tout ce qu'on essaye de limiter. Pour vous donner un exemple, pas d'accident cette année. L'année dernière, dans les parcs de loisirs adhérents au SNELAC, il y a eu 25 accidents sur 60 millions de visites. Le ratio est encore pas mauvais. Mais ces 25 accidents qui, sur un plan médiatique, sont inacceptables, sur un plan, dans l'inconscient collectif des visiteurs, inconcevable. Vous n'allez pas dans un parc de loisirs pour ressortir sur une civière. Alors que si vous tombez d'un train, bon, c'est la vie. D'accord ? Donc c'est cette perception-là et ce niveau-là qu'il faut travailler. Merci. Une toute dernière question, parce que le temps, je vois le temps. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Merci. Je voudrais, au nom de tous, vous remercier, Sophie, pour tout ce que vous nous avez appris. Vous avez relevé un pari qui était singulièrement difficile à tenir, c'est-à-dire dans un temps court, nous faire parcourir l'ensemble de la chaîne et qui évoque le risque de
de la prévention, de son traitement et des suites qui peuvent en découler. Je crois que c'était vraiment un exercice difficile dont vous vous êtes tout à fait bien tiré, même si le rêve pouvait parfois virer au cauchemar dans les situations que vous évoquiez. En tout cas, je suis certain que beaucoup d'étudiants vont attendre avec infiniment d'impatience de vous retrouver pas très loin d'ici pour vous réécouter. À chacune et chacun d'entre vous, je voudrais évidemment donner rendez-vous pour le 16 octobre, date de la seconde conférence dans le cadre de ces jeudis du cluster. Merci à tous et tout particulièrement à Sophie.